Météo sur France 3 avec le Dauphiné Libéré, votre quotidien régional. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le Journal des Alpes de la mi-journée. Nous reviendrons sur les causes de la mort d'un pilote de deltaplane hier lors de la Coupe Icare. Défaut de structure de l'engin, faute de pilotage, conditions aérologiques trop fortes. Les organisateurs cherchent à comprendre ce qui a pu provoquer cet accident mortel. À 77 ans, Marie-Françoise vole encore à bord d'un Mirage en Suisse, un rêve d'enfance devenu réalité envers et contre tout, vous verrez. Prochain défi pour cette mamie supersonique, la navette spatiale à voir dans Alpes Express de ce lundi. Et puis le soleil en pole position, toujours ce lundi, il va s'imposer partout dans le ciel après l'évacuation de quelques grisailles résiduelles. Grâce à lui et l'affaiblissement de la bise, les températures restent agréables, 19 à 23 degrés en pleine. Au lendemain de l'accident de deltaplane qui a fait un mort lors de la Coupe Icare à Limbin en Isère, l'heure est donc aux questions. Les responsables de la sécurité de l'organisation cherchent à comprendre les raisons qui ont entraîné la chute mortelle de Thibaut Demange, un Haut-Savoyard de 30 ans. Jean-Christophe Solari, Vincent Abran. C'était hier, en début d'après-midi. Le deltaplane vient de se cracher près d'une habitation dans la plaine de Crolles. L'intervention immédiate d'un médecin parmi les témoins, puis des secouristes reste vaine. Le jeune pilote Haut-Savoyard, en arrêt cardio-respiratoire, décède des suites de ses blessures. Ce matin, les visages marqués par le drame, les responsables de la sécurité de la Coupe Icare tentent d'analyser les circonstances de l'accident. Le pilote a engagé une manœuvre de looping, qui est une manœuvre qui est tout à fait bien connue et réglementaire. Mais elle ne s'est pas passée comme on l'entendait. Et c'est vrai que quand on a une perte de vitesse au moment d'un looping, effectivement, la résultante des forces mécaniques qui s'appliquent sur une structure rigide telle qu'un delta sont telles que celui-ci peut casser. Une fois que l'aile s'est retrouvée brisée, la première des choses à faire, et la seule chose à faire, c'est de jeter son parachute de secours. Et ce qui s'est passé là, c'est que malheureusement, le parachute s'est emberlificoté, s'est enroulé, s'est retrouvé piégé dans la structure de l'aile brisée qui était au-dessus, et donc n'a jamais pu s'ouvrir. La victime, 30 ans, était un pilote aguerri, sportif de haut niveau, membre de l'équipe de France de deltaplane. L'usage de nouveaux équipements de sécurité pour les deltaplanes était évoqué ce matin. Je pense qu'éventuellement, il faudrait qu'on envisage des parachutes pyrotechniques, soit à gaz, soit artifice. Ça part, ça vous laisse 10 mètres de corde, ça part dans tous les côtés, puis ça donne une sécurité en plus, quoi. Alors c'est à méditer, on va essayer d'en discuter, et puis... il ne faut plus que des catastrophes arrivent comme ça. Les enquêteurs vont désormais s'appuyer sur la gendarmerie des transports aériens pour mener l'enquête judiciaire. Justice, 8 mois de prison ont été requis contre l'écrivain italien Eri De Luca pour incitation au sabotage du chantier du tunnel ferroviaire du Lyon-Turin. Bonne nouvelle pour les producteurs de créments de Savoie. Après de longues années de travail et de patience, le fameux vin pétillant vient d'obtenir son AOC. Cette appellation d'origine contrôlée va permettre au précieux nectar de prendre un nouvel envol. Grégory Lespinasse et Didier Albrand. Nous fêtons la vendange qui vient d'être officialisée de la récolte de créments de Savoie. Ils viennent de vendanger plusieurs parcelles de ce qui sera le futur crément de Savoie. Une appellation d'origine contrôlée, la consécration pour ces vins effervescents. Nous rentrons dans la grande famille des effervescents de France. Et ça sera une garantie pour le consommateur d'une qualité supplémentaire grâce à un cahier des charges de rigueur. Obtenir ce label n'a pas été une mince affaire. Qualité du raisin, vendange à la main, caisse percée pour en laisser sortir les premiers jus, pressage lent, un cahier des charges digne des plus grands vins. Mais des règles du jeu auxquelles les producteurs se plient volontiers, car en imposant au moins 40% d'un cépage particulier, l'appellation crément de Savoie valorise le territoire. L'avantage en fait de ce produit, c'est vraiment de faire ressortir notre terroir par le biais du cépage Jacquère et du cépage Altesse, qui sont vraiment des cépages, ce qu'on appelle autochtones, qu'on retrouve nulle part ailleurs en France, uniquement en Savoie. Dans cette coopérative, la plus grosse productrice de vins effervescents en Savoie, le crément représente à peine 11% de la production totale. Cette appellation signe donc avant tout un regain d'intérêt pour les vins de Savoie. C'est un produit nouveau
Et donc il y aura certainement une demande autre. Mais essentiellement, les vins de Savoie sont vendus à 70% sur nos départements alpins, surtout pendant la saison hivernale ou la saison estivale. Donc là, on pourra éventuellement, si les volumes le permettent, parce que pour nous, c'est certes gros producteurs de crémant entre guillemets, mais c'est des petits volumes. On pourra se développer, mais pas dans l'immédiat. Le crémant de Savoie ne risque pas d'inonder tout de suite le marché. Mais avec la reconnaissance dont bénéficie le crémant dans d'autres régions, il prouve déjà la montée en gamme des vins de Savoie. Moins belle la vie, en revanche, pour les producteurs de noix. Cette année, avant même le début de la récolte, les orages récents ont secoué les arbres et fait tomber un grand nombre de fruits. À Tullin, en Isère, le constat est amer. Maëlys Chauvin, Cédric Le Poitevin. À une semaine de la récolte, les producteurs de noix le savent, cette année ne sera pas bonne. Il suffit de regarder par terre, selon les vergers, 10 à 30% de la production est tombée, trop tôt. Des pertes non négligeables pour la filière. Vous voyez ces noix qui sont tombées là, par la tempête du 16 et 17 septembre sont complètement vertes et immatures. Donc elles sont impropres à produire de la noix de Grenoble de qualité. La noix de Grenoble, une appellation reconnue depuis 1938 qui représente 25% de la production française avec près de 11 000 tonnes. Aujourd'hui, elle est rémunérée un peu plus de 3 € le kilo pour un coût de production de 2 €. Pour le secteur, c'est la reconnaissance de la qualité du label. Or, pour le protéger, l'interprofessionnel vient de décider que ces noix tombées précocement devront au mieux être valorisées en huile ou en cerneau et au pire, détruites. Aujourd'hui, la noix est correctement payée aux producteurs et il faut que, pour conserver cette valorisation, absolument faire de la qualité. Donc dans l'ensemble, une très grande majorité, les producteurs ont bien compris cette décision. Soit par broyage, soit par ramassage, les producteurs de noix de Grenoble AOP devront donc nettoyer leur verger de ces premiers fruits avant la vraie récolte qui, elle, débutera le 28 septembre. Le Crous et l'Université Savoie-Mont-Blanc ont décidé de moderniser et de diversifier l'offre de logement pour les étudiants. Cette année, un bâtiment rénové a vu le jour qui propose des studios en bois avec des chambres et des espaces de vie communs. Claudine Longhi-Bernard et Frédéric Pasquette. Sur le campus, les 120 studios de 18 mètres carrés, logements modulaires de la résidence Jean, sont déjà tous loués. Pour l'Université Savoie-Mont-Blanc, le succès de cette offre novatrice est une évidence. Je pense que c'est très important parce que être bien dans son logement, se sentir bien accueilli, être proche de son lieu d'études participe largement au bien-être et puis à la réussite des étudiants, c'est normal. Et parmi les étudiants locataires, ce ne sont ni Maëva ni Manon qui diront le contraire. Pour les études, tout simplement, on est à proximité du lieu de formation, donc c'est très pratique pour aller le matin en cours, mais aussi bien revenir le soir sans être bloqué dans les embouteillages ou rater son bus, arriver trop tard le matin en cours. C'est un confort de tous les jours, on va dire. Dans ces studios, loués 318 € par mois, il y a tout. Lit, table, chaises, kitchenette et sanitaire. Un logement qui permet aux étudiants d'être totalement indépendants. Mais pour le Crous, Centre régional des œuvres universitaires et scolaires, il y avait aussi un autre intérêt à choisir ce type de résidence. La motivation, c'était d'arriver à construire une résidence dans les délais les plus brefs, sans pour autant, bien sûr, nuire à la qualité des logements. Donc le principe, c'est le modulaire, c'est-à-dire que le studio, 18 mètres carrés de l'étudiant, c'est un module qui est entièrement fabriqué, aménagé en usine. Et après, il s'agit simplement sur le site d'empiler les modules. Et ce qui fait que ça nous a conduit à une durée de chantier exceptionnellement courte de 7 mois. De l'autre côté du campus, le Crous termine la rénovation de 2 bâtiments de la résidence du Bugey. 141 chambres de 12 mètres carrés avec sanitaire à l'intérieur sont en train d'être mises en location pour 257 € par mois. Au total, le site de Savoie Technolac compte aujourd'hui 412 lits. Pour le Crous, il s'agit de proposer une offre diversifiée pour une demande qui augmente et qui varie. Tous les étudiants n'ont pas les mêmes envies ni les mêmes moyens.
Et comme chaque lundi, c'est l'heure d'Alp Express, la chronique frontalière hebdomadaire avec Fabrice Liégard. Bonjour Fabrice. Bonjour Daniel, bonjour à tous. Et on commence avec des images spectaculaires, comme on en a vu d'ailleurs régulièrement en montagne après un été caniculaire. Oui, alors Daniel, les spécialistes nous avaient prévenu dès la fin de l'été dernier, on n'a pas fini de mesurer les effets de la canicule sur nos massifs alpins, avait-il dit. Eh bien, vous allez en voir un nouvel exemple de ces effets. Regardez, c'était la semaine dernière aux alentours de Grindelwald dans les Alpes suisses. Et là, c'est carrément un morceau entier de glacier du Wetterhorn qui culmine à 3692 mètres d'altitude qui s'est détaché sous les yeux médusés de 2 randonneurs. Alors, ils ont eu la présence d'esprit de la filmer, heureusement pour nous, et celle aussi de se mettre à l'abri, heureusement pour eux, car voir une masse pareille vous arriver dessus, avouez que c'est plutôt inquiétant. Et très impressionnant. Direction l'Italie, Fabrice, maintenant avec un super-héros d'un nouveau genre. Oui, car c'est un super-héros de la vie réelle. C'est du moins comme cela qu'il se définit lui-même. Ce drôle de personnage qui, depuis plusieurs semaines maintenant, déambule nuitamment dans les rues de Turin. C'est ce qui a d'ailleurs attiré l'attention d'un photographe de la Repubblica, le journal italien. Alors, il ne déambule pas par plaisir. De la passeggiata di Dopocena, les balades du soir très prisées par les Italiens après le dîner. Non, ce super-héros vêtu de noir, vous le voyez, porte assistance aux sans-abri de la ville. Une bonne action, dépourvue apparemment de toute arrière-pensée. Cet informaticien de 28 ans, qui ne se donne pas d'autre nom que celui de Darkwood, histoire de renforcer son côté super-héros, eh bien, veut juste aider en payant les vivres qu'il donne. Un beau geste de générosité, en tout cas, en ces périodes difficiles. Allez, retour en Suisse maintenant pour faire la connaissance d'une mamie Mach 2, une mamie supersonique, vous l'aviez compris, connue dans les milieux de l'aéronautique, c'est toujours difficile à dire en Suisse, eh bien pour franchir le mur du son plusieurs fois par an. Portrait signé Ingrid Pern et Serge Voret sur un montage de Laetitia Diba. C'est comme à Hollywood, on a son habilleur professionnel. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas du cinéma. La combinaison anti-jet doit être efficace, le parcours étudié et la star jouer son rôle comme au premier jour. On va sortir du bâtiment à 9h55, mise en route, décollage planifié à 10h05. Marie-Françoise a la checklist dans la tête, enfin presque. Elle est assistée par une belle bande de passionnés, ex-pilotes de chasse ou mécaniciens en vacances ou à la retraite, qui 3 semaines par an viennent côtoyer le bel oiseau. Ils ont un tel attachement qu'on les croirait presque potes avec ce chasseur bombardier devenu avion de tourisme. C'est de la pure folie. Maman m'avait aidé avant sa mort, malheureusement, la pauvre cocotte. Mais elle m'a laissé une certaine somme pour voler, mais j'arrive à la fin. Donc au lieu de faire 12 vols par an, maintenant, j'en ferai que 3 l'année prochaine. Il est 9h35, ultime précision sur les procédures d'urgence. Tu penses bien à mettre les coudes devant toi. Comme ça. Voilà, et tu tires jusqu'à la butée. Voilà. Maintenant, Marie-Françoise, dès le moment où l'avion vole, il n'y a plus grand-chose à lui dire parce que je sais qu'elle est dans son rêve. Et une fois qu'elle a pris les commandes, eh bien moi, je n'ai plus qu'à lui dire, écoute, va un peu plus à droite, un peu plus à gauche, et je m'occupe du reste. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit bon vol? Une fois mirage, toujours mirage. Alors une fois mirage, toujours mirage. Et il ne faut pas lui dire 2 fois à Marie-Françoise. Son œil pétille comme une gamine de 77 ans, vert kaki, assortie à sa combinaison. Il vole entre 600 et 1000 km à l'heure, entre 300 mètres sol et 4000 au-dessus de la Terre, pendant 1 heure. Tu peux maintenir le cap et l'altitude, ça va très bien. Tant qu'il n'y a pas de montagne devant, non, il n'y a pas. 60 minutes de complicité qui passent vite, très très vite, à Mach 2, 2 fois la vitesse du son. Et elle est déjà là, la mamie supersonique. Bravo, la Bravo, Marie-Françoise. Le 60e. Ah, c'est pour lui dire merci. Lui est bichonné, ravitaillé, car l'animal a soif, très soif. 3000 litres pour un vol. De quoi faire réfléchir, ils le savent tous, la passion a des limites. On a pas mal d'épées de Damoclès au-dessus de nous, que ça soit technique. On a aussi un aspect, je dirais, politique qui est derrière nous, un aspect législatif.
qui peuvent nous faire arrêter du jour au lendemain. Pour l'instant, c'est Marie-Françoise qui fait en partie vivre l'association. À 15 000 francs suisses le vol, avec 12 vols par an depuis 2009, elle contribue largement au fonctionnement d'Espace Passion. J'ai commencé à voler avec cet oncle qui était pilote de chasse, qui à 8 ans m'a donné mon baptême de l'air. Et de ce jour, j'ai dit je serai pilote. Et puis j'ai jamais changé. Mon père voulait pas que je vole. Mon père était militaire, était vachement autoritaire. Et c'était non. Chaque fois que je voulais faire quelque chose, c'était non. Je partais en Solex, soi-disant faire mes devoirs chez une copine. Puis arrivé là en haut, j'enlevais ma jupe, je la mettais dans la sacoche. Je volais 3 ou 5 minutes, puis je redescendais. Mais j'avais volé. C'est plus qu'une passion, c'est une raison de vivre. Pilote de planeur à 16 ans, puis pilote privé avion, infirmière pilote secouriste de la Croix-Rouge et bientôt astronaute, sa navette l'attend, décollage pour l'espace prévu fin 2016. Eh ben, rien ne l'arrête, cette super mamie. Allez, direction l'Italie, Fabrice, avec cette fois des belles Italiennes mises aux enchères. Oui, alors des belles italiennes, je précise tout de suite qu'il s'agit de voitures, parce que je vois votre œil frisé, mais non, ce ne sont que des voitures. Mais alors, quelle voiture, Daniel? Celle de l'un des plus célèbres carrossiers italiens, le piémontais Nuccio Bertone, aujourd'hui disparu. La faillite de son entreprise aura au moins permis de remettre en valeur, le temps d'une vente aux enchères, l'avant-gardisme de l'auteur de l'Alfa Romeo Giulietta ou de la Lamborghini Countach pour faire face aux dettes de la succession Bertone. Et vous le voyez, ce sont 79 voitures du musée personnel du designer qui vont être vendues aux enchères par le tribunal de Milan. Mise à prix, Daniel, il va falloir casser votre tirelire, 1 587 200 €. Et merci à vous, Fabrice Légard, pour cette chronique Alp Express. L'annulation du tournage du film La Danseuse, qui devait se tourner à Corps en Isère, ce western qui avait mobilisé les habitants pour le casting. Il semble que le Trièvre ne fasse pas assez Far West pour la production. Les précisions sur notre site alpe.france3.fr. Et enfin, le regard d'un photographe grenoblois pour refermer ce journal des Alpes. Il s'agit de Sylvain Frappat, un passionné du rugby qui a mis en lumière des similitudes avec un autre sport, la boxe. Le don de soi, la détermination. À travers ces photos prises dans le vif de l'action, l'artiste Sylvain Frappat expose 2 séries d'images, l'une sur le rugby, l'autre sur la boxe. Il y a une tragédie que l'on retrouve dans le rugby, il y a une dramaturgie qui est pour moi évidente. Et puis le fait que ces hommes ou ces femmes se donnent corps et âme me fascine, quoi. Corps et âme réunit des clichés, des instants furtifs qui s'inscrivent dans un contexte, une histoire, comme lors d'un entraînement ou d'une compétition. Le combat n'est pas terminé, il est sur le point de l'être, mais le boxeur sait qu'il a perdu. Et j'ai essayé de saisir la détresse du combattant. C'est une image assez dramatique, son short est constellé de sang. Et on le sent perdu, on le sent peiné. Et c'est une photo que je trouve tragique et du coup intéressante. Photographe pour la ville de Grenoble et reporter pour la presse, Sylvain suit le rugby depuis plus de 10 ans. Il dévoile à travers ses photos les affrontements, les corps abîmés. Durant toutes ces années, il a développé une véritable passion pour ce sport. Il y a un petit côté charnel qui me plaît beaucoup et c'est un petit peu ce que j'ai recherché à travers cette exposition. Le côté érotique en fait des 2 pratiques sportives, aussi bien pugilistiques que rugbystiques. Et voilà, cette photo me touche assez. On sent ce sont deux équipes qui s'opposent et malgré tout, on pourrait imaginer des gestes de tendresse. Corps et âme, une exposition à voir à l'Artothèque de Grenoble jusqu'au 30 septembre prochain. Reportage Nathalie Rapuc et Antoine Marnas. Merci de votre attention. Rendez-vous ce soir à 19 h